Bonsoir et bienvenue. Au printemps de l'an 65 après Jésus-Christ, dans une villa des environs de Rome, un vieil homme était assis avec ses amis. L'air du soir était doux, la conversation était calme et philosophique, comme elle l'était souvent dans cette demeure. Le vieil homme était frêle, son corps affaibli par des décennies de maladies chroniques et par le régime austère qu'il s'était imposé. Il avait vécu 69 ans, et ces années l'avaient amené des confins du monde connu jusqu'au centre même du pouvoir, avant de le ramener ici, dans cette retraite paisible. Son nom était Lucius Annaeus Seneca, Sénèque, et il attendait la mort. Le messager arriva alors que le soleil commençait à décliner, un centurion, porteur d'une communication de l'empereur Néron. Nul besoin de lire le message à haute voix. Dans la pièce, tout le monde en comprit le sens. L'empereur avait ordonné à son ancien tuteur, son ancien conseiller, l'homme qui l'avait guidé durant les premières années de son règne, de s'ôter la vie. Ce qui suivit allait devenir l'une des scènes de mort les plus célèbres de toute la littérature antique. Mais nous reviendrons à ce moment plus tard. Pour l'instant, ce qui importe est la question qui plane sur toute la scène. Une question qui hante les philosophes et les historiens depuis 2000 ans. Comment l'homme le plus sage de Rome a-t-il fini par servir le plus cruel? Comment un philosophe qui a écrit des œuvres immortelles sur la vertu, sur la brièveté de la vie, sur la manière d'affronter la mort, a-t-il pu devenir le tuteur, le rédacteur des discours et le complice de l'un des tyrans les plus notoires de l'histoire? Et quand la mort vint enfin le chercher, ordonné par l'élève même qu'il avait tenté de façonner, Sénèque a-t-il prouvé que sa philosophie était réelle? Ou sa vie a-t-elle révélé qu'elle n'était rien d'autre que de belles paroles? Si vous appréciez ce voyage à travers l'histoire, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Cela nous aide à mettre en lumière d'autres récits comme celui-ci. Et j'aimerais savoir d'où vous nous regardez ce soir. Laissez un commentaire ci-dessous. Pour comprendre l'homme qui fit face à ce centurion avec un tel sang-froid, nous devons remonter les décennies, traverser les palais et les exils, les compromis et les tragédies. Nous devons revenir au tout début, à un monde qui existait avant Néron, avant les meurtres, avant l'incendie qui consuma Rome. Nous devons retourner à une époque où Sénèque n'était pas encore philosophe, mais un enfant chétif dans une province lointaine. Un garçon qui, un jour, se tiendrait si près du pouvoir absolu qu'il finirait par s'y brûler. Mais voici le détail que l'histoire enseigne rarement. La vérité qui rend l'histoire de Sénèque bien plus étrange et humaine que la légende ne le suggère, bien avant que Néron n'ordonne sa mort, bien avant qu'il ne devienne le plus célèbre des philosophes stoïciens du monde romain, le jeune Sénèque avait déjà envisagé de mettre fin à ses jours, non pas parce qu'un empereur l'exigeait, mais parce que sa propre souffrance lui semblait trop lourde à porter. L'homme qui avait passé sa vie à enseigner aux autres comment affronter la mort l'avait presque choisi pour lui-même, des décennies avant cette dernière soirée dans sa villa. Et tout ce qui a suivi, sa philosophie, ses compromis, son service auprès d'un monstre, sa fin inébranlable, ne peut être compris qu'à la lumière de cette crise de jeunesse. Pour comprendre comment le plus grand philosophe stoïcien est devenu le serviteur du plus grand monstre, nous devons revenir au tout début, à cet enfant malade dans une province lointaine qui, bien avant l'ordre de Néron, avait déjà songé à mourir. L'histoire de Sénèque ne commence pas à Rome, mais aux confins du monde, ou du moins aux confins du monde romain. Il naquit dans la cité de Corduba, capitale de la province romaine d'Hispanie Bétique, dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Espagne. C'était probablement l'an 4 avant Jésus-Christ, bien que certains érudits situent sa naissance un peu plus tôt. La date exacte s'est perdue dans les méandres du temps, comme tant d'autres détails des vies antiques. Ce que nous savons, c'est qu'il vint au monde dans un lieu partagé entre deux identités. Une colonie romaine plantée en terre ibérique, une ville qui se tournait vers Rome pour sa culture et ses ambitions, mais qui restait située à des milliers de kilomètres du centre du pouvoir. Corduba n'était pas un trou perdu. C'était une cité prospère et sophistiquée, abritant des citoyens romains
ayant fait fortune dans les riches terres agricoles de la vallée du Guadalquivir. L'huile d'olive, le vin et les céréales affluaient de cette région pour nourrir l'appétit insatiable de la capitale. Mais malgré toute sa richesse, Corduba restait une ville de province. Y naître, c'était naître avec quelque chose à prouver. La famille de Sénèque l'avait profondément compris. Le père du garçon, également nommé Lucius Annaeus Seneca, et connu sous le nom de Sénèque l'Ancien, était un homme d'une intelligence redoutable et aux valeurs traditionnelles farouches. Rhéteur, maître dans l'art de la persuasion, il avait consacré sa vie à recueillir et à préserver les grands discours et débats de son époque. Il écrivit de nombreux ouvrages sur la rhétorique et l'éloquence, consignant les techniques des meilleurs orateurs de Rome. Ce n'était pas un philosophe. En réalité, il se méfiait profondément de la philosophie, la considérant comme une complaisance grecque capable d'amollir la fibre morale d'un Romain. Sénèque l'Ancien croyait aux vertus d'autrefois, la discipline, l'endurance et par-dessus tout, le succès dans l'arène publique. Il éleva ses 3 fils, Gallion, Lucius et Méla, pour qu'ils s'illustrent dans le monde brutal de la politique et du droit romain. Chacun d'eux devait faire honneur au nom de la famille, chacun d'eux devait s'élever. Leur mère, Elvia, était une femme d'intelligence et d'éducation. Bien que les sources nous en disent peu sur elle, au-delà de ce que Sénèque écrira plus tard dans une lettre de consolation lors de son exil, elle semble avoir été dévouée à ses enfants et avoir soutenu leurs ambitions, même si la société romaine limitait le champ des siennes. Le jeune Lucius était le fils cadet, et dès le début, il se distingua par son caractère exceptionnel. Son esprit était vif et pénétrant, sa curiosité sans limite. Mais il y avait autre chose qui le distinguait de ses frères, quelque chose qui allait façonner le cours de sa vie entière. Son corps était fragile. Dès son plus jeune âge, il souffrit d'une affection respiratoire, probablement ce que nous appellerions aujourd'hui de l'asthme ou la tuberculose, qui le laissait affaibli, à bout de souffle et fréquemment contraint au repos. Dans une culture qui prisait la force physique et la valeur militaire, c'était plus qu'un simple inconvénient, c'était une marque de vulnérabilité. Le garçon qui allait devenir le plus grand maître de l'endurance à Rome commença sa vie en luttant simplement pour respirer. Cependant, Corduba était trop petite pour contenir les ambitions de la famille de Sénèque. Bientôt, le jeune Lucius serait envoyé sur la longue route menant à Rome, une ville qui allait devenir à la fois sa scène et sa prison. Le voyage de Cordoue à Rome fut une véritable transformation. Pour un enfant des provinces, l'arrivée dans la capitale du monde a dû être bouleversante. La Rome de l'époque d'Auguste était une ville de marbre et de folie, faite de temples vertigineux et de taudis surpeuplés, de poètes et de gladiateurs, de philosophes et d'esclaves. Près d'1 million de personnes vivaient entre ces murs, en faisant la plus grande ville de la terre. Le bruit seul, le grondement des charrettes, les cris des marchands, la clameur des foules au jeu, a dû être presque insupportable pour un garçon élevé dans le calme relatif d'une capitale provinciale. Sénèque fit ce voyage très jeune, probablement alors qu'il n'était qu'un nourrisson ou un jeune enfant. Il ne vint pas seul. Sa tante, la sœur de sa mère, avait épousé un homme de haut rang politique, un chevalier romain qui fut préfet d'Égypte pendant 16 ans. Cette tante accueillit le jeune Sénèque dans sa demeure et l'éleva à Rome. Elle allait s'avérer être l'une des figures les plus importantes de sa jeunesse, une protectrice dont les relations et les ressources ouvrirent des portes qui, autrement, seraient restées closes. Nous savons peu de choses sur cette tante, pas même son nom. Sénèque écrira plus tard à son sujet avec une profonde affection et gratitude, louant sa modestie et son dévouement à son bien-être. Elle utilisa l'influence de son mari pour favoriser la carrière du jeune homme, le soigna à travers ses nombreuses maladies et, le moment venu, utilisa ses relations pour lui sauver la vie. Mais ce moment appartenait encore à un futur lointain. Pour l'heure, l'important était que le garçon soit arrivé à Rome et que son éducation puisse commencer. La Rome que Sénèque découvrit dans sa jeunesse était une ville en transition.
L'empereur Auguste, fondateur du système impérial, vivait les dernières années de son long règne. Le chaos des guerres civiles avait fait place à une ère de paix et de prospérité relative, la célèbre Pax Romana. Mais sous le calme apparent, le nouvel ordre politique cherchait encore sa forme. La vieille République était morte, remplacée par un système où un seul homme détenait le pouvoir ultime. La question qui allait hanter Rome pendant des siècles se posait déjà. Que se passe-t-il quand cet homme est un tyran? Le jeune Sénèque fut placé dans les meilleures écoles que la ville pouvait offrir. Les relations de son père lui permirent d'étudier auprès des plus grands maîtres de grammaire, de rhétorique et de littérature. Il apprit à analyser les œuvres de Virgile et d'Horace. Il maîtrisa les techniques de persuasion qui lui serviraient dans les tribunaux. On le préparait, comme ses frères, à une carrière dans la vie publique. Une carrière qui apporterait l'honneur au nom des Sénèques et la richesse à leur coffre. Mais alors même que son éducation suivait un chemin conventionnel, quelque chose d'autre se produisait. Le garçon commençait à se poser des questions auxquelles la rhétorique de son père ne pouvait répondre. Des questions sur la nature du bonheur, des questions sur le sens de la vie, des questions sur la manière dont un homme doit affronter la souffrance et la mort. Le jeune homme se jeta dans ses études avec une détermination farouche. Il maîtrisa la rhétorique et la grammaire, absorba l'histoire et la littérature. Mais alors que son esprit s'épanouissait, son corps le trahissait d'une manière qui allait bientôt le mener au seuil de la mort. La maladie qui tourmenta Sénèque tout au long de sa jeunesse reste quelque peu mystérieuse pour la médecine moderne. Les sources antiques décrivent des symptômes suggérant un asthme sévère, la tuberculose, ou peut-être une combinaison d'affections respiratoires. Quel que fût le diagnostic précis, l'expérience était sans équivoque. Sénèque passa une grande partie de son adolescence et du début de sa vie d'adulte à lutter pour respirer, terrassé par des quintes de toux, affaibli par la fièvre, incapable de participer aux activités physiques qui définissaient la virilité romaine. Pour un jeune homme dans une culture qui célébrait les prouesses militaires et la compétition athlétique, c'était dévastateur. Sénèque ne pouvait pas s'entraîner comme soldat, il ne pouvait pas participer aux jeux, il pouvait à peine monter un escalier sans halter pour chercher son air. Son père, le vieux rhétueur qui prisait la robustesse par-dessus tout, a dû regarder son fils cadet avec un mélange d'amour et de déception. Un esprit brillant piégé dans un corps défaillant, un esprit qui risquait de ne jamais atteindre la gloire publique pour laquelle il avait été formé. La maladie fit plus que limiter les activités physiques de Sénèque. Elle le força à affronter, à un âge anormalement précoce, la réalité de la mort. La plupart des jeunes gens vivent comme s'ils étaient éternels. Sénèque ne pouvait s'offrir de telles illusions. Chaque respiration laborieuse lui rappelait que son temps pouvait être compté. Chaque fièvre le plaçait face à sa propre mortalité. Et nous en venons ici aux détails qui transforment notre compréhension de l'homme. Au plus fort de sa maladie, probablement vers la fin de son adolescence ou au début de sa vingtaine, Sénèque envisagea sérieusement le suicide. Dans le contexte romain, cela n'était pas aussi choquant que cela peut l'être pour des oreilles modernes. Les philosophes stoïciens, dont Sénèque commençait déjà à absorber les enseignements, soutenaient que le suicide pouvait être un choix honorable dans certaines circonstances. Si la vie devenait insupportable, si les devoirs envers autrui étaient accomplis, si la mort pouvait être affrontée avec dignité plutôt que fuie par lâcheté, alors il était permis aux sages de choisir sa propre sortie. On appelait cela la porte ouverte, et le sujet était abordé avec une franchise remarquable dans les écoles philosophiques. Mais pour le jeune Sénèque, la contemplation du suicide n'était pas un exercice philosophique abstrait. C'était une réponse à une souffrance réelle et terrible. Son corps était devenu une prison. Ses ambitions semblaient impossibles à atteindre. L'avenir s'étendait devant lui comme une perspective infinie de suffocation et de faiblesse, le condamnant à rester sur la touche pendant que des hommes en meilleure santé menaient la vie qu'il était censé vivre. Qu'est-ce qui l'arrêta? Selon le récit qu'il en fit lui-même plus tard,
ce ne fut qu'une seule chose, son père. Le chagrin du vieil homme aurait été insupportable. Mettre fin à sa propre souffrance aurait signifié infliger une douleur à la personne qu'il aimait le plus. Ainsi, le jeune Sénèque choisit de vivre, non parce que la vie était devenue plus facile, mais parce que la mort aurait été une cruauté envers un autre. Ce moment, si facile à ignorer dans la grande fresque de sa biographie, est à bien des égards la clé de tout ce qui suivit. Le garçon qui avait choisi la vie malgré le désespoir allait passer le reste de ses jours à répondre à une question devenue soudainement urgente et personnelle. Si la vie est pleine de souffrances, pourquoi continuer à vivre? Qu'est-ce qui rend l'existence digne d'être vécue? Il trouverait sa réponse dans la philosophie, et cette réponse le rendrait immortel. Le garçon qui avait contemplé la mort passerait le reste de sa vie à enseigner aux autres comment l'affronter. Mais d'abord, il lui fallait trouver une raison de vivre. Il la trouva dans une école de pensée qui allait changer sa vie, et finalement, le monde. La Rome du début du siècle était une ville où s'affrontaient les idées. En arpentant les portiques et les jardins publics, on pouvait croiser des maîtres de chaque école philosophique, chacun prétendant offrir le chemin vers la sagesse et le bonheur. Les épicuriens enseignaient que le plaisir, bien compris, était le souverain bien. Les académiciens soutenaient que toute certitude était impossible et que le sage devait suspendre son jugement. Les cyniques rejetaient entièrement les conventions sociales, vivant dans une pauvreté délibérée et choquant les citoyens respectables par leur comportement outrancier. Mais pour le jeune Sénèque, en convalescence et en quête de sens, une école parlait plus puissamment que toutes les autres, le stoïcisme. Fondé 3 siècles plus tôt par Zénon de Kition et affiné par des générations de penseurs grecs et romains, le stoïcisme enseignait que l'univers était gouverné par une raison divine, un ordre rationnel qui imprégnait toute chose. Les êtres humains, grâce à la faculté de la raison, pouvaient s'aligner sur cet ordre cosmique et atteindre un état de tranquillité qu'aucune circonstance extérieure ne pouvait troubler. L'attrait pour un jeune homme dont le corps l'avait trahi était évident. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté ne résidait pas dans la force physique ou le succès mondain, mais dans la maîtrise de son propre esprit. La douleur, la maladie, la pauvreté, l'exil et même la mort, rien de tout cela n'était un mal en soi. Ce n'étaient que des éléments extérieurs hors de notre contrôle ultime. Ce qui importait était la manière dont nous y réagissions. Un esclave qui gouvernait ses passions par la raison était plus libre qu'un empereur asservi par ses désirs. Sénèque se jeta dans l'étude de la philosophie avec la même intensité qu'il avait autrefois mise dans la rhétorique. Il rechercha les plus grands maîtres de son temps, des hommes qui allaient façonner sa pensée et son caractère pour la vie entière. Le premier, et peut-être le plus influent, fut Attale le stoïcien. Attale n'était pas un simple conférencier, mais un exemple vivant de sa philosophie. Il pratiquait la pauvreté, dormait sur un lit de camp et évitait les luxes qui pourraient amollir l'âme. Son enseignement mettait l'accent sur l'endurance et l'autodiscipline, des vertus qui devaient résonner profondément chez un jeune homme ayant déjà tant enduré physiquement. D'Attale, Sénèque apprit à voir l'épreuve non comme une affliction, mais comme un entraînement, un gymnase pour l'âme. Un autre maître, Sosion, initia Sénèque aux idées pythagoriciennes, notamment la doctrine de la transmigration des âmes et la pratique du végétarisme. Pendant un temps, le jeune philosophe cessa totalement de manger de la viande, que ce fût par conviction sincère ou par cet élan ascétique qui devenait central dans son caractère. Il abandonnera plus tard cette pratique, mais l'influence de la spiritualité pythagoricienne laissera des traces dans sa pensée. Une troisième figure, Papirius Fabianus, lui offrit autre chose. Fabianus était un maître du style en prose, un philosophe qui écrivait avec élégance littéraire et puissance rhétorique. De lui, Sénèque apprit que la philosophie n'avait pas besoin d'être sèche ou académique. Elle pouvait être belle, elle pouvait être persuasive.
Elle pouvait parler au cœur autant qu'à l'esprit. Cette leçon s'avérerait essentielle. Les écrits philosophiques de Sénèque survivraient non seulement pour leur sagesse, mais pour leur extraordinaire qualité littéraire, accessible, vif et profondément humain. Sous l'égide de ses maîtres, Sénèque commença à développer les habitudes qui allaient définir sa vie d'adulte. Il se levait avant l'aube pour étudier. Il examinait sa conscience chaque soir, passant en revue ses actions et ses jugements. Il pratiquait la simplicité dans sa nourriture et sa tenue, s'entraînant à avoir besoin de moins pour que la fortune puisse lui reprendre moins. Il devenait, jour après jour, le philosophe qu'il resterait pour le reste de ses jours. Armé de la philosophie et guéri de la maladie, le jeune Sénèque était enfin prêt à entrer dans l'arène de la vie publique romaine. Ses armes n'étaient pas le bouclier et l'épée, mais les mots. Et dans les tribunaux romains, les mots pouvaient vous porter au sommet ou vous détruire. Les tribunaux romains étaient le théâtre de toutes les ambitions. Ici, dans les grandes basiliques qui bordaient le forum, les jeunes gens se faisaient un nom et les plus anciens défendaient leur réputation. L'enjeu était souvent une question de vie ou de mort, non pas au sens figuré, mais littéralement. Un homme accusé d'un crime capital pouvait tout perdre, ses biens, sa citoyenneté, sa vie. Les avocats qui plaidaient de ces causes n'étaient pas de simples juristes au sens moderne. C'étaient des interprètes, des politiciens et des personnalités publiques dont l'éloquence pouvait les élever jusqu'aux cercles les plus restreints de la société romaine. C'est dans cette arène que Sénèque entra, probablement vers le milieu de sa vingtaine. Sa santé s'étant quelque peu rétablie et son éducation philosophique étant achevée. Il avait été préparé à ce moment depuis l'enfance. Les travaux de son père sur la rhétorique lui avaient donné un fondement théorique. Ses années d'études avaient aiguisé son esprit, et sa formation philosophique lui avait apporté autre chose, une perspective, une profondeur de pensée qui le distinguait des simples techniciens de la persuasion. Les résultats furent remarquables. Les discours de Sénèque devant les tribunaux attirèrent immédiatement l'attention. Son style était singulier, non pas les périodes amples et élaborées de la vieille tradition cicéronienne, mais quelque chose de plus vif, de plus incisif, de plus moderne. Il privilégiait les phrases courtes et frappantes qui marquaient la mémoire. Il utilisait le paradoxe et l'épigramme pour éclairer ses arguments. Il parlait avec un sérieux moral qui donnait aux affaires les plus banales une portée quasi cosmique. Sa réputation grandit rapidement. Au début de sa trentaine, Sénèque était l'un des orateurs les plus célèbres de Rome. Il était entré au Sénat, occupant probablement la fonction de questeur, premier échelon de la carrière politique romaine. Il semblait destiné aux plus hautes fonctions que la République pouvait offrir. Mais à Rome, le succès n'était jamais sans risque. Les qualités mêmes qui rendaient un Sénèque célèbre le rendaient un autre aussi dangereux. Son génie attirait non seulement des admirateurs, mais aussi des ennemis. Et dans la Rome du début du 1er siècle, l'ennemi le plus dangereux de tous siégeait sur le trône impérial. L'empereur Tibère était mort en l'an 37 après Jésus-Christ, remplacé par son petit-neveu Caius, plus connu sous son surnom d'enfance, Caligula. Le nouvel empereur était jeune, populaire, et comme Rome allait bientôt le découvrir, dangereusement instable. Son règne allait devenir synonyme de cruauté et de folie. Et d'une manière ou d'une autre, durant ces premières années terribles, la renommée oratoire de Sénèque attira l'attention de l'empereur. Les sources nous disent que Caligula, jaloux de l'éloquence de Sénèque, envisagea sérieusement de le faire exécuter. Les discours du philosophe étaient trop brillants, trop admirés. Ils rendirent les propres tentatives de prise de parole en public de l'empereur maladroites par comparaison. Selon l'historien antique Cassius Dion, Sénèque ne fut sauvé que par un courtisan qui convainquit Caligula que le philosophe était si malade qu'il mourrait bientôt de toute façon. Inutile de gaspiller une exécution pour un homme déjà marqué par la mort. Ce fut un sauvetage in extremis. Et cela apprit à Sénèque une leçon qu'aucun livre de philosophie n'aurait pu lui enseigner. La sagesse ne signifie rien si vous êtes mort, et le génie, dans l'ombre du pouvoir absolu,
peut-être une condamnation à mort. Les assassins de Caligula sauvèrent Sénèque de la folie d'un empereur, mais le nouvel empereur, Claude, ne s'avérerait pas moins dangereux. En l'espace d'1 an, Sénèque se retrouverait accusé d'un crime passible de la peine de mort, une accusation qui pourrait bien n'avoir été qu'une pure fabrication politique. Pour comprendre à quel point Sénèque frôla la destruction, nous devons nous attarder un instant sur le règne de Caligula. Les 4 années de son pouvoir, de 37 à 41 après Jésus-Christ, furent une leçon magistrale sur les dangers d'un pouvoir absolu non freiné par la sagesse ou la retenue. Pour quiconque, comme Sénèque, avait étudié la philosophie et rêvé d'un monde gouverné par la raison, le règne de Caligula était un cauchemar devenu réalité. Le jeune empereur avait pourtant commencé de manière prometteuse. Après la sombre paranoïa des dernières années de Tibère, l'accession au trône de Caligula fut accueillie avec une joie sincère. Il était le fils du général bien-aimé Germanicus, et le peuple romain projetait sur lui tous ses espoirs d'un nouvel âge d'or. Il accorda des amnisties, réduisit les impôts et organisa des jeux spectaculaires. Pendant quelques mois, il sembla que Rome avait enfin trouvé un dirigeant digne de ce nom. Puis, quelque chose changea. Que ce fût la maladie, l'effet corrupteur d'un pouvoir illimité ou une instabilité plus profonde de son caractère, Caligula commença à se comporter d'une manière qui choquait même les aristocrates les plus blasés de Rome. Il revendiqua un statut divin, apparaissant en public déguisé en diverses divinités. On prétend qu'il fit de son cheval un consul, ou du moins qu'il menaça de le faire, pour se moquer du Sénat. Il se livrait à des cruautés gratuites, exécutant des hommes pour des offenses insignifiantes, humiliant les sénateurs et entretenant des liaisons avec les épouses de ses propres officiels sous les yeux de leurs maris. Pour l'élite romaine, la vie devint un exercice permanent de terreur. Nul ne savait quand l'humeur de l'empereur pourrait basculer, quand une remarque anodine pourrait être interprétée comme une trahison, ou quand un caprice impérial pourrait aboutir à l'exil ou à la mort. Le philosophe Sénèque, avec sa réputation grandissante et sa langue acérée, était exactement le genre de figure susceptible d'attirer une attention dangereuse. Comment a-t-il survécu? Les sources ne nous livrent que des fragments, mais nous pouvons reconstituer le portrait d'une navigation prudente. Sénèque semble avoir adopté un profil bas durant ces années. Sa formation philosophique lui avait enseigné la vertu de la discrétion, savoir quand parler et quand se taire. Il comprenait, peut-être mieux que la plupart de ses contemporains, que le pouvoir de Caligula n'était pas rationnel et qu'il ne pouvait donc pas être combattu par des arguments rationnels. La seule stratégie consistait à passer inaperçu, à se faire petit, à attendre que la tempête passe. La tempête passa en janvier de l'an 41 après Jésus-Christ, lorsqu'un groupe d'officiers prétoriens, lassés des insultes et de l'instabilité de l'empereur, accula Caligula dans un couloir du palais et le poignarda à mort. Sa femme et sa petite-fille furent assassinées le même jour, éliminant toute possibilité de succession. Le règne de la terreur était terminé. Mais pour Sénèque, le soulagement a dû se mêler à une prise de conscience plus profonde. Il avait désormais survécu à 2 empereurs, Tibère, qui avait été simplement cruel, et Caligula, qui avait été véritablement fou. Il avait vu avec quelle rapidité les rouages de l'État romain pouvaient se transformer en instruments de destruction lorsqu'un seul individu instable les contrôlait. Il avait appris, de la manière la plus viscérale qui soit, ce que signifiait vivre dans l'ombre du pouvoir absolu. Ces leçons resteront gravées en lui. Elles nourriraient ses écrits ultérieurs sur la colère, sur la clémence, sur la conduite exemplaire des dirigeants, et elles façonneraient sa décision fatidique, des années plus tard, d'accepter la tâche impossible d'être le tuteur d'un autre jeune empereur sur le chemin de la sagesse. Lorsque la garde prétorienne de Caligula finit par se retourner contre lui, Rome respira plus librement. Le nouvel empereur, Claude, semblait être un dirigeant plus sûr, un érudit studieux et bègue. Pourtant, pour Sénèque, l'empereur Claude était, à bien des égards, l'opposé de son prédécesseur. Là où Caligula avait été jeune,
Beau et fou, Claude était un homme d'âge mûr, physiquement maladroit et érudit. Il boitait et bégayait en parlant. Sa propre famille l'avait considéré comme une honte, le tenant à l'écart de la vie publique pendant des décennies. Lorsque la garde prétorienne le découvrit caché derrière un rideau, après l'assassinat de Caligula et le proclama empereur, cela ressembla presque à une plaisanterie. Pourtant, Claude s'avéra être un dirigeant plus capable que quiconque ne l'avait imaginé. C'était un homme véritablement instruit, un historien et un juriste qui prenait ses fonctions administratives au sérieux. Il agrandit l'Empire, supervisant personnellement la conquête de la Bretagne. Il réforma la fonction publique, s'appuyant sur des affranchis instruits pour diriger les rouages complexes du gouvernement impérial. Selon les critères des empereurs romains, il était relativement modéré. Cependant, Claude avait des faiblesses qui allaient s'avérer dévastatrices pour ceux qui auraient senti le malheur de lui déplaire. Il était dominé par ses épouses et ses affranchis, facilement manipulé par son entourage immédiat. Et sa troisième femme, Valeria Messaline, était l'une des femmes les plus impitoyables et ambitieuses de l'histoire romaine. Ces liaisons étaient légendaires. Des sources ultérieures prétendirent même qu'elle avait un jour défié une prostituée professionnelle pour voir laquelle satisferait le plus d'hommes en une seule nuit. Plus dangereuse encore, elle n'hésitait pas à utiliser des accusations de trahison et d'adultère comme des armes contre quiconque représentait une menace à ses yeux. En l'an 41 après Jésus-Christ, quelques mois seulement après l'accession de Claude au trône, Sénèque se retrouva dans le viseur de Messaline. Il fut accusé d'adultère avec Julia Livilla, la sœur du défunt empereur Caligula, une femme de la famille impériale. L'accusation était presque certainement fausse, ou du moins largement exagérée. Rien ne prouve que Sénèque et Julia Livilla aient eu la moindre relation amoureuse, mais dans l'atmosphère empoisonnée de la cour de Claude à ses débuts, les preuves n'étaient pas nécessaires. Ce qui importait, c'était que Messaline voulait détruire Julia Livilla, et Sénèque fut emporté par la déflagration. Pourquoi Messaline les a-t-elle pris pour cible? Les sources suggèrent plusieurs possibilités. Julia Livilla pouvait être vue comme une rivale potentielle pour l'affection de l'empereur. Elle était belle, avait de bonnes relations, et pouvait légitimement prétendre à une influence à la cour. Sénèque, avec sa réputation de philosophe et son réseau d'amis sénateurs, était peut-être perçu comme un centre d'opposition potentiel. Ou peut-être n'y avait-il aucune grande stratégie. Messaline a peut-être simplement vu là l'occasion d'éliminer deux figures gênantes d'une seule accusation. Le Sénat, intimidé et docile, condamna Sénèque sans résistance notable. L'accusation d'adultère avec une femme de la famille impériale entraînait normalement la peine de mort. Mais Claude, reconnaissant peut-être la faiblesse du dossier ou étant simplement d'humeur clémente, commua la peine en exil. Sénèque ne mourrait pas. Il serait envoyé sur une île aux confins du monde romain, un lieu de rochers, de malaria et d'un ennui accablant. Alors que le navire l'éloignait de Rome, Sénèque dut croire que sa vie était finie. Il avait 41 ans, souffrait déjà de maladies chroniques et se retrouvait banni sur une île rocheuse et insalubre au bord du monde connu. Il n'avait aucun moyen de savoir que cet exil allait être le commencement de sa véritable grandeur. L'île de Corse surgit de la Méditerranée comme un point vert et déchiqueté. C'est un lieu d'une beauté sauvage, des montagnes plongeant dans la mer, des forêts denses, des vallées cachées où brigands et hors-la-loi s'abritaient depuis des temps immémoriaux. Pour les Romains, c'était une terre sauvage et inculte, utile principalement pour son bois et pour l'exil des citoyens gênants. Le climat était rude, la population rare et la réputation de violence des locaux bien établie. C'était en somme le dernier endroit sur terre où un intellectuel romain sophistiqué choisirait de passer son temps. Sénèque arriva sur cette île en l'an 40 et un après Jésus-Christ, dépouillé de sa richesse, de son rang et de son avenir. Il était au début de la quarantaine, l'âge où la plupart des Romains accomplis sont au sommet de leur puissance. Au lieu de cela, il se retrouvait abandonné dans une contrée sauvage, séparé de tout ce qui donnait un sens à sa vie. Les tribunaux, le Sénat,
les écoles de philosophie, les banquets où l'on échangeait des idées et où l'on se forgeait une réputation. Tout cela était désormais d'une distance infranchissable. L'impact psychologique dut être dévastateur. Sénèque était un homme qui avait bâti son identité sur la réussite, la reconnaissance et l'exercice de ses dons extraordinaires. Désormais, ces dons n'avaient plus de débouchés. Son public s'était évanoui. Son avenir s'était effondré dans une condamnation indéfinie à l'attente et au silence. Nous percevons des lueurs de son état mental dans les écrits qui subsistent de cette période. À sa mère Elvia, il écrivit une lettre de consolation qui est l'un des documents les plus remarquables du monde antique. En apparence, c'est la tentative d'un philosophe pour réconforter un parent endeuillé. Son fils n'est pas mort, il est simplement absent, et l'absence est endurable. Mais sous les arguments philosophiques, on sent la propre lutte de Sénèque. Il consolait sa mère, certes, mais il se consolait aussi lui-même. La lettre révèle un homme luttant pour appliquer ses propres enseignements à sa propre souffrance. Il rappelle à Elvia et à lui-même que l'exil n'est qu'un changement de lieu et que le sage peut se sentir chez lui n'importe où. Il soutient que les choses qu'il a perdues, la richesse, le statut, les plaisirs de Rome, ne lui ont jamais véritablement appartenu. Il insiste sur le fait que l'esprit, s'il est correctement entraîné, peut trouver la tranquillité même dans les circonstances les plus contraires. Pourtant, il y a une tension dans la rhétorique, une qualité désespérée qui suggère que la consolation ne venait pas facilement. Sénèque n'était pas un sage immunisé contre la souffrance, c'était un être humain qui souffrait, essayant d'utiliser les outils de la philosophie pour survivre à une expérience qui menaçait de le briser. Les premiers mois furent probablement les plus durs. Puis la nouveauté de la catastrophe finit par s'estomper, et la routine prend sa place. Sénèque semble avoir instauré une pratique quotidienne de lecture, d'écriture et de contemplation philosophique. Il avait apporté des livres avec lui, ou s'en était procuré d'une manière ou d'une autre. Les détails se sont perdus. Il commença à observer le monde naturel autour de lui, trouvant dans le mouvement des étoiles et le comportement des éléments une sorte d'ordre cosmique qui contrastait avec le chaos des affaires humaines. Lentement, quelque chose commença à changer. Le silence qui avait d'abord semblé être la mort commença à ressembler à un espace de liberté. L'absence de distraction devint une opportunité pour une réflexion plus profonde. Loin des jeux de pouvoir et d'ambition, Sénèque se retrouva seul avec les questions qui l'avaient attiré vers la philosophie à l'origine. Et dans cette solitude, il commença à écrire. À mesure que les mois devenaient des années, loin des distractions de Rome, loin des jeux de pouvoir et d'ambition, Sénèque se retrouva seul avec ses livres et ses pensées. Et dans ce silence, il commença à rédiger les œuvres qui survivraient à tous les empereurs qui l'avaient un jour menacé. 8 ans. Il nous est difficile, avec nos communications rapides et notre connectivité constante, d'imaginer ce que représentaient 8 années d'exil dans le monde antique. Sénèque était coupé de tous ceux qu'il connaissait, de chaque institution qui avait façonné son identité, de tout l'univers de la vie publique romaine. Les lettres arrivaient rarement quand elles arrivaient. Les nouvelles parvenaient des mois après les événements qu'elles décrivaient. Il vivait dans une sorte de vie suspendue, présent par le corps, mais absent de la vie qu'il s'était bâtie. Et pourtant, ces 8 années furent parmi les plus productives de sa vie intellectuelle. Sans les distractions des tribunaux, sans les obligations sociales de l'aristocratie romaine, Sénèque avait du temps, un temps infini et vide qu'il combla par la lecture et l'écriture. Les œuvres qu'il produisit durant cette période allaient devenir des textes fondateurs de la philosophie occidentale. Le premier ouvrage majeur que nous connaissons est La Consolation à Elvia, cette lettre à sa mère que nous avons déjà évoquée. C'est un texte remarquable, alliant une authentique profondeur émotionnelle à l'argumentation philosophique. Sénèque y déploie toutes les techniques apprises, les doctrines stoïciennes sur l'indifférence aux circonstances extérieures, les arguments cosmopolites sur l'unité de l'humanité et des observations naturelles sur les mouvements des peuples et l'inconstance de la fortune.
Mais sous les arguments, il y a l'amour. Cette lettre est la tentative d'un fils pour apaiser la souffrance de sa mère, même à des centaines de kilomètres de distance. Sa seconde consolation, adressée à un homme nommé Polybe, est plus troublante. Polybe était un puissant affranchi au service de l'empereur Claude, un homme influent à la cour. Son frère était mort, et Sénèque saisit l'occasion pour écrire une lettre de consolation qui était aussi, de manière transparente, un plaidoyer pour son propre rappel d'exil. La lettre loue Claude en des termes si extravagants qu'ils embarrassent les lecteurs modernes. Ce même Claude qui avait pourtant ordonné l'exil de Sénèque. C'est la première preuve flagrante d'un schéma qui marquera toute la carrière de Sénèque, la volonté de compromettre ses principes pour sa survie ou son avancement. Plus tard, les critiques se serviront de cette lettre comme d'une preuve de son hypocrisie. Comment le philosophe qui écrivait sur la vertu et l'indifférence à la fortune pouvait-il s'abaisser à une flatterie aussi évidente? La réponse est peut-être que Sénèque était un être humain avant d'être un sage stoïcien. Il voulait rentrer chez lui. Il voulait reprendre sa vie. Et si cela exigeait de ravaler sa fierté et de louer un homme qu'il avait lésé, il était prêt à le faire. Savoir si cela fait de lui un hypocrite ou simplement un réaliste est une question que nous devrons garder à l'esprit au fil de son histoire. La flatterie ne fonctionna pas, du moins pas immédiatement. Claude ignora l'appel, et Sénèque resta sur son île, année après année, attendant une grâce qui ne venait pas. Il continua d'écrire. Il travailla sur des questions scientifiques, enquêtant sur les causes des tremblements de terre et la nature des comètes. Il affina sa pensée philosophique, approfondissant son engagement envers l'éthique stoïcienne. Depuis son poste d'observation sur l'île, il observait les étoiles et contemplait l'immensité de l'univers. Ce ne furent pas des années perdues, même si elles ont dû lui sembler telles à l'époque. Cette solitude forcée donna à Sénèque l'occasion de développer cette voix distinctive qui rendrait son œuvre ultérieure si puissante, directe, personnelle, familière, comme s'il s'adressait à un ami plutôt que de faire la leçon à un élève. En l'an 48 après Jésus-Christ, alors que Sénèque languissait encore sur son île rocheuse, la cour impériale à Rome fut secouée par un scandale. L'impératrice Messaline, dont les intrigues avaient envoyé Sénèque en exil, avait fini par présumer de ses forces. Dans un élan d'une imprudence stupéfiante, elle avait publiquement épousé un autre homme tout en étant encore légalement mariée à l'empereur Claude. C'était peut-être le début d'une tentative de coup d'État, ou peut-être une simple folie. Quoi qu'il en soit, ce fut sa fin. Les affranchis de Claude agirent vite. Messaline fut exécutée avant d'avoir pu préparer sa défense. L'empereur, humilié et seul, avait besoin d'une nouvelle épouse. La femme qui remporta la mise fut Agrippine la jeune, et sa victoire allait changer le cours de l'histoire romaine. Agrippine n'était pas seulement ambitieuse, elle était l'une des stratèges politiques les plus redoutables que le monde romain ait jamais produites. Fille du général bien-aimé Germanicus, sœur de l'empereur Caligula, elle avait survécu aux intrigues meurtrières de la cour de son frère, grâce à un mélange d'intelligence, d'impitoyabilité et de chance. Elle avait déjà été mariée 2 fois. Son premier mari était mort et Caligula avait fait exécuter le second. Elle avait un fils issu de son premier mariage, un garçon nommé Lucius Domitius Aenobarbus. Le monde allait apprendre à le connaître sous le nom de Néron. Le mariage d'Agrippine avec Claude fut controversé dès le début. Elle était sa nièce, et le droit romain interdisait de telles unions. Mais le Sénat, toujours docile, vota un décret spécial autorisant le mariage. Claude adopta son fils, faisant de lui un héritier potentiel aux côtés de son propre fils biologique, Britannicus. Mais Agrippine n'avait aucune intention de partager le pouvoir. Dès l'instant où elle devint impératrice, elle commença à manœuvrer systématiquement pour s'assurer que Néron, et à travers lui elle-même, contrôlerait l'Empire. Pour réussir, Néron devait être préparé. Il avait besoin de la meilleure éducation, des compétences rhétoriques les plus affinées, d'une apparence de sagesse et de vertu. Agrippine avait besoin d'un tuteur pour son fils, et pas n'importe quel tuteur. Il lui fallait quelqu'un d'assez brillant pour former un futur empereur, d'assez célèbre pour apporter du prestige à son projet,
et d'assez compromis pour être totalement sous son contrôle. Sénèque était parfait. Il était toujours en exil, toujours désespéré de rentrer à Rome. Sa gratitude assurerait sa loyauté. Sa réputation de philosophe donnerait à l'éducation de Néron un vernis de légitimité, et ses années de souffrance lui avaient sûrement appris la valeur de la discrétion. En l'an 49 après Jésus-Christ, Agrippine organisa le rappel de Sénèque. Après 8 ans en Corse, le philosophe rentrait chez lui. Nous ignorons ce que Sénèque a ressenti en recevant la nouvelle. Du soulagement, certainement, peut-être de la gratitude, peut-être de la méfiance. Il était philosophe, mais il n'était pas naïf. Il comprenait que le patronage d'Agrippine comportait des conditions. Il était recruté pour un projet politique dont il ne pourrait pas totalement contrôler les objectifs ultimes. Mais quelle était l'alternative? Une autre décennie sur l'île? Mourir dans l'obscurité? Sénèque accepta. Après 8 ans d'isolement, il revint à Rome, plus vieux, plus sage, et peut-être plus enclin au compromis. Son nouvel élève était un garçon de 12 ans, doué pour la musique et la poésie, d'un naturel affectueux et doté de la conviction absolue qu'il était destiné à régner sur le monde. Son nom était Néron. Le garçon qui allait devenir l'empereur le plus infâme de Rome était, au dire de tous, un enfant charmant. Il avait les cheveux d'un blond roux, les yeux bleu pâle et un visage que les sources antiques décrivent comme beau, bien que le menton fût un peu fuyant. D'un tempérament artistique, il était attiré par la musique, la poésie et le spectacle. Il savait chanter, jouer de la lyre et composer des vers. Dans une autre vie, il aurait pu être un artiste célèbre, mais le destin et sa mère en avaient décidé autrement. Néron avait 12 ans lorsque Sénèque devint son tuteur. Le philosophe était alors au début de la cinquantaine, marqué par l'exil et la maladie, mais intellectuellement toujours redoutable. En observant ce garçon artistique et impressionnable, il vit une opportunité, celle de réaliser ce que Platon n'avait fait que rêver, façonner un roi philosophe, un souverain qui gouvernerait non par la force et la peur, mais par la sagesse et la clémence. Ce rêve n'était pas totalement naïf. Le jeune Néron faisait preuve d'une intelligence réelle et d'une certaine douceur de caractère. À ce stade, il n'était pas encore le monstre qu'il deviendrait plus tard. Pendant les 4 années suivantes, Sénèque transmit au garçon tout ce qu'il savait. Il lui enseigna la rhétorique, cet art de la persuasion indispensable à tout politicien romain. Il l'initia à la philosophie, particulièrement aux doctrines stoïciennes de la maîtrise de soi et de la vertu. Il le guida sur la conduite exemplaire d'un souverain, insistant sur les valeurs de clémence et de retenue. Il rédigea des discours pour Néron, façonnant l'image publique d'un prince réfléchi et bienveillant. Mais Sénèque n'était pas seul à façonner le jeune Néron. La mère du garçon, Agrippine, était une présence constante, dominatrice, autoritaire, et intimement convaincue qu'elle seule savait ce qui était bon pour son fils et pour l'Empire. Elle assistait aux réunions, influençait les nominations et faisait comprendre que, lorsque Néron deviendrait empereur, elle comptait bien régner à travers lui. La tension entre la mère et le fils, à peine visible durant ces premières années, finirait par exploser en tragédie. Une autre figure allait s'avérer essentielle au projet, Sextus Afranius Burrus. C'était un militaire, un soldat de carrière qui s'était élevé jusqu'au rang de préfet de la garde prétorienne, la force d'élite protégeant l'empereur. Burrus était dur, honnête et pragmatique. Il n'avait rien de la sophistication philosophique de Sénèque, mais il partageait son engagement pour un gouvernement stable et raisonnable. Ensemble, Sénèque et Burrus formèrent un partenariat improbable. Le philosophe et le soldat allaient devenir les 2 piliers soutenant le jeune empereur, chacun tempérant les faiblesses de l'autre et compensant ses angles morts. En l'an 54 après Jésus-Christ, tout bascula. L'empereur Claude tomba malade après avoir mangé un plat de champignons lors d'un dîner familial. Il mourut en quelques heures. Les sources antiques sont presque unanimes. Agrippine l'avait empoisonné. Son fils avait 17 ans. L'heure était venue. Le matin suivant la mort de Claude, les portes du palais s'ouvrirent
et Néron s'avança pour saluer la garde prétorienne. Il prononça un discours écrit, bien sûr, par Sénèque, promettant une ère nouvelle de justice et de clémence. Les soldats l'acclamèrent empereur, le Sénat ratifia leur choix, et Sénèque, l'exilé qui avait jadis failli mourir sur un caprice impérial, était désormais le conseiller le plus puissant du monde romain. Pendant ces années, Sénèque avait tout donné pour instruire le garçon. Il lui avait enseigné la philosophie, la rhétorique et l'art de régner. Il avait écrit ses discours et tenté de lui inculquer les valeurs de clémence et de justice. Lorsque Claude mourut en 54, presque certainement empoisonné de la main même d'Agrippine, Néron devint empereur à 16 ans, et le véritable test pour Sénèque commença. Checkgast. La mort de Claude, en octobre de l'an 54 après Jésus-Christ, fut, selon les standards de la politique impériale romaine, remarquablement fluide. Il n'y eut ni guerre civile, ni soulèvement militaire, ni succession contestée. La transition se fit si rapidement et si proprement qu'elle portait toutes les marques d'une planification minutieuse. Et tout le monde comprenait que l'architecte de ce plan était Agrippine. Les champignons qui tuèrent Claude devinrent l'un des plats les plus célèbres de l'histoire romaine. Les sources antiques racontent qu'Agrippine avait sollicité l'aide d'une empoisonneuse notoire nommée Locuste, qui prépara une toxine administrée dans le plat préféré de l'empereur. Lorsque la première dose ne parvint pas à le tuer assez vite, une seconde aurait été administrée par le propre médecin de Claude, qui lui aurait enfoncé une plume empoisonnée dans la gorge sous prétexte de l'aider à vomir. Le rôle de Sénèque dans la mort elle-même reste flou. Rien ne prouve qu'il ait eu connaissance du complot à l'avance ou qu'il y ait participé directement, mais il en a certainement bénéficié, et ses actions dans les jours qui suivirent suggèrent un homme qui s'était préparé à ce moment. Quelques heures après le décès de Claude, Sénèque avait déjà rédigé le discours que Néron allait prononcer devant la garde prétorienne, un chef-d'œuvre de rassurance et de promesses de réforme. Le jeune empereur s'engageait à respecter le Sénat, à gouverner avec clémence et à éviter les excès de ses prédécesseurs. C'était exactement ce que Rome voulait entendre. Mais Sénèque fit autre chose dans ses premiers jours du nouveau règne, quelque chose qui révéla une facette moins noble de son caractère. Il écrivit une satire. L'œuvre s'intitule « l'Apokolokantos », ce qui se traduit approximativement par la transformation de Claude en citrouille. C'est une parodie féroce de la divinisation de l'empereur défunt. Dans la tradition romaine, les empereurs décédés étaient souvent proclamés dieux par le Sénat. La satire de Sénèque imagine Claude arrivant au ciel et se faisant rejeter par les dieux, qui le jugent indigne de leur compagnie. Il y est moqué pour ses handicaps physiques, ses troubles de la parole et ses exécutions. Finalement, il est envoyé aux enfers, où il est condamné à jouer éternellement au dé avec un cornet percé. Cette satire est brillamment écrite, mais elle est aussi cruelle. C'était l'homme qui avait exilé Sénèque pendant 8 ans, et le ressentiment du philosophe suinte de chaque ligne. L'Apokolokantos révèle une vérité inconfortable sur son auteur. Le philosophe qui prêchait l'équanimité et le pardon était tout à fait capable de vengeance mesquine dès qu'il en avait l'occasion. Pourtant, alors même qu'il s'acharnait sur l'empereur mort en privé, Sénèque façonnait publiquement une vision de ce que le nouveau règne pourrait être. Avec Pyrrhus, il commença à mettre en œuvre des politiques conçues pour rétablir l'équilibre entre l'empereur et le Sénat, réduire la cruauté arbitraire des règnes précédents et créer un climat de stabilité et de justice. Avec un adolescent sur le trône et Agrippine surveillant dans l'ombre, Sénèque et Pyrrhus devinrent les dirigeants de fait du monde romain. Ce qui suivit fut une période de 5 ans que les générations futures allaient retenir comme un âge d'or. Mais chaque âge d'or a ses ombres, et le premier meurtre était déjà en train d'être planifié. Les Romains avaient une expression pour désigner les premières années du règne de Néron, le quinquennium Neronis, le quinquennat de Néron. Des générations plus tard, l'empereur Trajan, l'un des dirigeants les plus respectés de Rome,
se pencherait sur cette époque et déclarerait qu'aucune période de gouvernement impérial ne l'avait jamais surpassée. Pendant un bref instant, le rêve du roi philosophe sembla devenir réalité. Les politiques de ces années portaient toute la marque de Sénèque. Les impôts furent réduits et réformés, allégeant le fardeau des provinces. Les procès étaient conduits avec plus de justice, et le pouvoir de vie et de mort de l'empereur était exercé avec retenue. Le Sénat, si souvent humilié par les empereurs précédents, était traité avec respect. Néron lui-même, guidé par les discours et les conseils de Sénèque, renvoyait l'image d'un souverain réfléchi et clément. C'est durant cette période que Sénèque écrivit l'un de ses ouvrages politiques les plus importants, le traité de Clémentia sur la clémence, dédié au jeune Néron. Il y exposait une vision du pouvoir éclairée radicale pour l'époque. Le bon dirigeant, soutenait Sénèque, doit exercer son pouvoir avec retenue, non par faiblesse, mais par force. La clémence n'était pas une concession faite aux ennemis. Elle était l'expression suprême de la puissance. Un dirigeant qui pouvait tuer, mais choisissait de ne pas le faire, qui avait toutes les raisons de se venger, mais offrait le pardon à la place. Un tel dirigeant était véritablement grand. Ce traité n'était pas seulement de la philosophie abstraite. C'était un guide pratique pour Néron. Et plus important encore, c'était une déclaration publique de ce que le nouveau règne entendait être. En le publiant, Sénèque s'engageait, lui et son élève, envers un ensemble de principes. Il créait des attentes qu'il serait difficile de trahir, et pendant un temps, ces attentes furent comblées. Le jeune Néron, toujours sous l'influence de son tuteur et sous l'œil vigilant de Burrus, gouverna remarquablement bien. Il n'y eut ni exécution de masse, ni confiscations arbitraires de biens, ni démonstration publique de cruauté. Le contraste avec le règne de Caligula était frappant et délibéré. Rome commença à croire que l'ère des empereurs fous était enfin révolue. Mais des tensions couvaient sous la surface. Agrippine, qui s'attendait à régner à travers son fils, se retrouvait de plus en plus marginalisée. Sénèque et Burrus veillaient à limiter son influence, et Néron lui-même commençait à s'irriter de sa domination. La relation entre la mère et le fils, autrefois si proche, s'empoisonnait de ressentiments et de luttes de pouvoir. Et il y avait une autre ombre. Le fils biologique de Claude, Britannicus, était toujours en vie. Il était plus jeune que Néron de quelques années, mais il possédait une revendication légitime au trône. Tant qu'il vivait, il représentait un rival potentiel, un point de ralliement pour quiconque voulait contester le pouvoir de Néron. Le garçon était tenu à l'écart de la vie publique, mais son existence même était une menace. Combien de temps cet âge d'or pouvait-il durer ? Combien de temps un empereur adolescent, une mère intrigante et un prince déshérité pouvaient-ils coexister dans le même palais ? La réponse vint plus tôt que prévu. Les historiens retiendront ces années comme la preuve qu'un bon gouvernement était possible, même sous un empereur. Mais ils se souviendraient aussi de ce qui suivit. En l'an 55 après Jésus-Christ, quelques mois seulement après le début de son règne, Néron assista à un dîner de famille. Son demi-frère Britannicus, le fils que Claude avait eu l'intention de voir lui succéder, s'effondra soudainement à table. Il était mort en quelques minutes. Le dîner eut lieu au cours de l'hiver de l'an 55 après Jésus-Christ, quelques mois seulement après l'accession de Néron au trône. La famille impériale était réunie. Néron, Agrippine et le jeune Britannicus, âgé de 14 ans, fils du défunt empereur Claude et par le sang l'héritier le plus légitime au trône. L'atmosphère devait être électrique. Toutes les personnes présentes comprenaient la dynamique dangereuse qui se jouait. Britannicus était trop jeune pour être une menace immédiate, mais il ne resterait pas enfant éternellement. L'historien antique Tacite nous a laissé un récit détaillé de la suite des événements. Le repas se déroulait normalement quand on servit à boire à Britannicus. Comme c'était la coutume, la coupe avait été goûtée par un serviteur par précaution contre le poison. Mais la boisson était trop chaude, et Britannicus demanda qu'on y ajoute de l'eau froide. C'est cette eau, nous dit Tacite, qui contenait le poison. L'effet fut immédiat et terrifiant. Le garçon s'effondra à table, le corps secoué de convulsions. Les invités étaient pétrifiés, figés par le choc. Mais Néron, selon Tacite, resta parfaitement calme.
Il expliqua aux convives horrifiés que Britannicus souffrait d'épilepsie, que ce n'était là qu'une de ses crises habituelles et qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Le dîner continua. Britannicus fut emporté hors de la pièce. Il était mort en quelques minutes, peut-être même en quelques secondes. Son corps fut brûlé cette nuit même sous la pluie, avant qu'aucun examen en bonne et due forme ne puisse être pratiqué. Cette hâte était révélatrice. Il ne devait y avoir ni enquête, ni question, ni aucune chance pour que la vérité n'éclate. Sénèque était-il présent à ce dîner? Les sources ne le disent pas explicitement, mais qu'il ait été témoin du meurtre ou qu'il l'ait appris peu après, il savait certainement ce qui s'était passé. Tout le monde savait la rapidité du décès, la crémation immédiate, le calme suspect de Néron. Rien de tout cela ne pouvait passer pour une mort naturelle. Et pourtant, Sénèque ne dit rien. Il ne rédigea aucune protestation. Il ne fit aucun geste pour se distancier du régime. Le philosophe, qui avait écrit avec tant d'éloquence sur la vertu, la justice et la conduite des gouvernants, resta silencieux face à ce qui était, sans l'ombre d'un doute, un meurtre. Comment comprendre ce silence? L'interprétation indulgente était que Sénèque était pris au piège. Il n'avait aucun pouvoir pour ramener Britannicus à la vie. Une dénonciation publique de Néron n'aurait abouti à rien d'autre qu'à sa propre exécution, et sa mort aurait supprimé la dernière influence modératrice sur le jeune empereur. En restant, Sénèque pouvait peut-être prévenir de futurs crimes, tempérer les pires impulsions de Néron, sauver ce qui pouvait l'être du naufrage. L'interprétation moins indulgente est plus simple. Sénèque accordait plus de prix à sa propre survie et à son pouvoir qu'à ses principes. Il avait conclu un pacte avec les forces de la tyrannie et n'était pas prêt à le rompre, même quand cette tyrannie s'attaquait à une vie innocente. La vérité se situe peut-être entre les deux. Sénèque n'était pas un saint. C'était un homme qui avait appris, par des années d'exil et de souffrance, le terrible calcul de la survie sous un pouvoir absolu. Il comprenait que la pureté morale était un luxe que les courtisans ne pouvaient s'offrir. Il a peut-être sincèrement cru que sa présence continue aux côtés de Néron ferait plus de bien que de mal. Il avait peut-être raison, ou peut-être se racontait-il des histoires pour justifier l'injustifiable. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le meurtre de Britannicus marqua un tournant. L'âge d'or se poursuivait en apparence, mais quelque chose s'était brisé. Néron avait découvert qu'il pouvait tuer en toute impunité. Les barrières que Sénèque et Burrus avaient placées autour de lui étaient plus fragiles qu'elles n'en avaient l'air, et le philosophe qui avait rêvé de créer un souverain juste était désormais complice de ses crimes. Le meurtre de Britannicus n'était que le début. À mesure que Néron vieillissait, l'emprise de sa mère devenait étouffante. Agrippine l'avait fait empereur, et elle ne le lui laissait pas oublier. La tension entre la mère et le fils dégénéra en quelque chose de bien plus sombre. Et une fois de plus, Sénèque allait se retrouver à écrire des mots pour justifier l'impensable. Vers la fin de la première décennie du règne de Néron, Sénèque était devenu l'un des hommes les plus riches de l'Empire romain. Ses domaines s'étendaient à travers l'Italie et les provinces. Ses investissements généraient des revenus colossaux. Ses jardins étaient légendaires, ses villas magnifiques. Le philosophe qui avait autrefois dormi sur un lit de camp et pratiqué la pauvreté volontaire vivait désormais dans un luxe qui rivalisait avec celui de l'empereur lui-même. L'ironie n'échappait pas à ses contemporains. Les détracteurs de Sénèque, et ils étaient des nombreux, pointèrent du doigt la contradiction flagrante entre ses enseignements et sa vie. Comment un homme qui écrivait sur la suffisance de la vertu et les dangers de la richesse pouvait-il accumuler une fortune aussi vertigineuse? Comment l'auteur de lettres louant la vie simple pouvait-il s'allonger sur des coussins de soie et dîner de mets délicats provenant de tout l'Empire? L'attaque la plus célèbre vint d'un homme nommé Publius Suilius Rufus, un vieil ennemi qui avait ses propres raisons de lui en vouloir. Selon l'historien Tacite, Suilius dénonça publiquement l'hypocrisie de Sénèque, demandant par quelle philosophie il avait acquis 300 millions de sesterces en 4 ans d'amitié impériale. Il l'accusa de séduire les femmes de la famille impériale, de corrompre la jeunesse par ses enseignements et de pratiquer en privé l'exact opposé de ce qu'il prêchait en public. Ces accusations furent cuisantes, en partie parce qu'elles contenaient des éléments de vérité. La richesse de Sénèque était réelle et immense. Son mode de vie, quelles que fussent les pratiques ascétiques qu'il ait pu maintenir, n'était guère celui d'un philosophe indigent mendiant dans les rues. Le fossé entre ses paroles et sa situation était
indéniable. La réponse de Sénèque vint dans un traité intitulé « De Vita Beata » sur la vie heureuse. C'est l'un des plaidoyers personnels les plus remarquables de la littérature antique, non parce qu'il réussit totalement à convaincre, mais par son honnêteté sur ses propres limites. Sénèque ne nie pas sa richesse. Il ne prétend pas avoir atteint la sagesse parfaite qu'il décrit dans ses écrits. Au lieu de cela, il propose un argument plus nuancé. Le sage, soutient-il, n'aime pas la richesse, mais il ne la refuse pas non plus. Les richesses font partie des indifférents préférables de la philosophie stoïcienne, des choses qui ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, mais qui peuvent être bien ou mal utilisées. Le philosophe qui se trouve être riche utilise sa fortune avec sagesse, sans s'y attacher, prêt à la perdre à tout moment sans que son âme en soit troublée. Le test de la vertu n'est pas de savoir si l'on possède des richesses, mais si l'on est possédé par elles. C'est un argument sophistiqué et pas tout à fait dénué de force. Mais en le lisant, on sent Sénèque lutter avec sa propre conscience. Il admet qu'il est loin d'atteindre ses propres idéaux. Il confesse qu'il est encore en chemin vers la sagesse, sans être arrivé à destination. Il demande de la patience à ses critiques. Ne me jugez pas sur le fait d'avoir atteint la perfection, mais sur le fait de progresser. Cette tension entre l'enseignement et la vie allait définir le reste de l'existence de Sénèque. Il ne cessa jamais d'écrire sur la vertu, même quand les circonstances le forçaient à des compromis de plus en plus profonds. Peut-être était-il un hypocrite, ou peut-être était-il un être plus complexe, un homme qui comprenait sincèrement la vérité, mais manquait de force pour la vivre pleinement. Le fossé entre savoir ce qui est juste et faire ce qui est juste est, après tout, une expérience humaine universelle. Sénèque a simplement vécu ce fossé sur une scène plus publique que la plupart d'entre nous ne le feront jamais. Sénèque pouvait défendre sa fortune par les mots, mais aucune philosophie ne pouvait défendre ce qui allait suivre. En l'an 59 après Jésus-Christ, Néron décida enfin de résoudre le problème de sa mère dominatrice. Il allait la faire tuer et Sénèque allait écrire la lettre expliquant pourquoi elle méritait de mourir. La relation entre Néron et sa mère se détériorait depuis des années. Agrippine avait fait de son fils un empereur et elle ne l'avait jamais laissé l'oublier. Durant les premières années de son règne, elle s'attendait à gouverner à travers lui, et dans une large mesure, elle y était parvenue. Son image apparaissait sur les monnaies aux côtés de celle de Néron. Elle assistait aux réunions avec les ambassadeurs et les hauts fonctionnaires. Elle faisait clairement comprendre que derrière l'empereur adolescent se tenait le véritable pouvoir, elle-même. Mais Néron grandissait. Il n'était plus le garçon prêt à s'en remettre au jugement de sa mère. Il avait ses propres désirs, ses propres ambitions et de plus en plus ses propres amantes. Lorsqu'il prit pour maîtresse une affranchie nommée Claudia Actée, Agrippine entra dans une fureur noire. Cette liaison était indigne de son rang. Elle insistait sur le fait qu'il s'agissait d'un scandale menaçant le prestige de la maison impériale. Ses objections ne firent que l'éloigner davantage. À mesure que son influence déclinait, Agrippine devint désespérée. Elle commença à laisser entendre que Britannicus avait peut-être été l'héritier légitime. Elle alla jusqu'à menacer de porter ses griefs devant la garde prétorienne et le Sénat. Elle rappelait à quiconque voulait l'entendre que c'était elle qui avait fait Néron empereur, et qu'elle pouvait peut-être aussi le défaire. Ces menaces étaient imprudentes. Dans l'atmosphère empoisonnée de la cour impériale, elles équivalaient à un vœu de mort. En l'an 59 après Jésus-Christ, Néron décida que sa mère devait mourir. La difficulté était de savoir comment y parvenir sans paraître être l'auteur du matricide. Il lui fallait de la distance, une négation plausible, l'apparence d'un accident. La première tentative fut presque comique par sa complexité. Les ingénieurs de Néron conçurent un bateau escamotable, truqué pour se disloquer sur l'eau et noyer ses passagers. Agrippine fut invitée à un festival à Baï, sur le golfe de Naples, et on lui proposa cette embarcation spécialement construite pour son voyage de retour. Le plan échoua. Lorsque le bateau se disloqua comme prévu, Agrippine parvint simplement à gagner la rive à la nage. C'était une excellente nageuse, et la mer était calme. L'une de ses suivantes, moins chanceuse, fut battue à mort par des marins qui la prirent pour l'impératrice dans l'obscurité. Agrippine comprit immédiatement ce qui s'était passé.
Mais elle était une maîtresse des intrigues de cour, et elle savait que son seul espoir de survie était de feindre l'ignorance. Elle envoya un message à Néron pour l'informer qu'elle avait miraculeusement survécu à un terrible accident et qu'elle se remettait dans sa villa. Elle ne formula aucune accusation. Il était trop tard pour ce genre de jeu. Néron, paniqué à l'idée que sa mère connaissait la vérité et qu'elle l'exposerait bientôt, se tourna vers ses conseillers. Selon Tacite, Sénèque et Burrus furent convoqués au milieu de la nuit. Le philosophe et le soldat se regardèrent en silence. Puis Sénèque demanda à Burrus si la garde prétorienne pouvait recevoir l'ordre de tuer la mère de l'empereur. Burrus refusa. La garde était loyale à l'ensemble de la famille impériale. Il déclara qu'il ne frapperait pas la fille de Germanicus. Il n'y avait désormais plus de dénégation possible, plus de mise en scène d'accidents. Néron envoya une escouade de marins à la villa d'Agrippine, avec l'ordre d'achever ce que le bateau piégé n'avait pas réussi à accomplir. Lorsqu'ils arrivèrent, Agrippine aurait découvert son ventre et leur aurait dit de frapper là, le ventre qui avait porté un tel fils. Ils la tuèrent de multiples coups. Ce qui suivit fut peut-être le moment le plus sombre de toute la carrière de Sénèque. Néron avait besoin d'une lettre au Sénat expliquant pourquoi sa mère était morte. La lettre devait justifier ce qui était manifestement injustifiable, le meurtre d'une mère par son propre fils. Et c'est Sénèque qui l'écrivit. Cette lettre, dont Tacite nous a conservé un résumé, est un chef-d'œuvre de rhétorique pervertie. Elle affirme qu'Agrippine complotait contre l'empereur, qu'elle avait été démasquée dans sa trahison et qu'elle s'était donné la mort lorsque la conspiration avait été révélée. Chaque sénateur qui l'entendit savait que c'était un mensonge, mais il savait aussi ce qui arriverait à quiconque oserait le dire. La lettre fut acceptée. Des actions de grâce furent offertes aux dieux pour avoir délivré l'empereur du prétendu complot de sa mère. Sénèque avait utilisé ses talents pour rendre le meurtre respectable. Ce qui suivit fut peut-être le moment le plus sombre de toute la carrière de Sénèque. Néron avait besoin d'une lettre au Sénat expliquant pourquoi sa mère était morte. La lettre devait justifier ce qui était manifestement injustifiable, le meurtre d'une mère par son propre fils. Et c'est Sénèque qui l'écrivit. Cette lettre, dont Tacite nous a conservé un résumé, est un chef-d'œuvre de rhétorique pervertie. Elle affirme qu'Agrippine complotait contre l'empereur, qu'elle avait été démasquée dans sa trahison et qu'elle s'était donné la mort lorsque la conspiration avait été révélée. Chaque sénateur qui l'entendit savait que c'était un mensonge, mais il savait aussi ce qui arriverait à quiconque oserait le dire. La lettre fut acceptée. Des actions de grâce furent offertes aux dieux pour avoir délivré l'empereur du prétendu complot de sa mère. Sénèque avait utilisé ses talents pour rendre le meurtre respectable. Comment le philosophe justifia-t-il cela à ses propres yeux? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Peut-être se disait-il qu'Agrippine était réellement dangereuse, que ses menaces de déstabiliser le régime auraient pu conduire à une guerre civile et à la mort de milliers de personnes. Peut-être croyait-il qu'en restant proche de Néron, il pourrait encore tempérer de futures atrocités. Peut-être ne voyait-il tout simplement aucune issue. La lettre au Sénat fut lue. Les sénateurs, par peur, votèrent des louanges à Néron pour sa promptitude à agir contre une traîtresse. Sénèque avait accompli sa tâche, mais selon les sources antiques, il ne se le pardonna jamais. Dans les années qui suivirent, alors même que les crimes de Néron se multipliaient, Sénèque se mit à écrire ses plus grandes œuvres philosophiques, comme s'il cherchait à laisser derrière lui quelque chose de plus pur que les compromissions qu'avait exigé sa vie. Dans les années qui suivirent le meurtre d'Agrippine, quelque chose d'étrange et de remarquable se produisit. Alors même que la vie publique de Sénèque s'enfonçait dans le compromis, son travail intellectuel privé atteignait de nouveaux sommets. L'homme qui avait aidé à justifier un matricide se retirait dans son cabinet d'études pour produire certaines des œuvres de philosophie morale les plus impérissables jamais écrites. Cette contradiction est presque insupportable à contempler. Comment un même esprit pouvait-il à la fois forger des mensonges pour le Sénat et composer des vérités profondes sur la vertu et la vie bonne? Et pourtant, c'est précisément ce qui arriva.
Les derniers écrits philosophiques de Sénèque ne sont en rien diminués par les circonstances de leur rédaction. Au contraire, ils sont enrichis d'une sorte de sincérité désespérée, comme si l'auteur savait que ces mots seraient peut-être le seul monument durable d'une vie par ailleurs souillée par les compromissions. Les lettres à Lucilius, probablement commencées au début des années 60 après Jésus-Christ, sont le joyau de cette période. Elles prennent la forme d'une correspondance avec un ami plus jeune, un chevalier romain nommé Lucilius, alors administrateur en province. Ces lettres offrent des conseils pratiques sur la façon de bien vivre, d'utiliser son temps avec sagesse, d'affronter la mort sans crainte et de trouver la tranquillité au milieu du chaos du monde. Elles sont intimes, familières et profondément personnelles. En les lisant, on sent que Sénèque s'adresse non seulement à Lucilius, mais aussi à lui-même et à nous, par-delà 2000 ans. Ces lettres contiennent certains de ses passages les plus célèbres. C'est là qu'il écrit sur la brièveté de la vie et la folie de la gaspiller dans des futilités. C'est là qu'il discute de l'attitude juste envers la richesse, l'amitié et la souffrance. C'est là qu'il revient inlassablement sur le thème qui l'obsédait depuis ses maladies de jeunesse, la préparation à la mort. Pour les stoïciens, la mort n'était pas une chose à craindre, mais une chose à pratiquer. Le sage vit chaque jour comme si c'était le dernier, non dans une anxiété lugubre, mais avec une forme de clarté et de présence. Il ne s'accroche pas à la vie, car il comprend que tout ce que nous possédons, nos biens, nos relations et même nos corps, est un prêt de la fortune qui peut être réclamé à tout instant. Cet enseignement, abstrait chez d'autres philosophes, revêtait pour Sénèque une dimension terriblement concrète. Il écrivait sur la mort tout en servant un homme qui pouvait ordonner la sienne à chaque instant. Sénèque comprenait-il l'ironie de sa situation? Presque certainement. Les lettres contiennent des références obliques au danger de la vie de cour, au fardeau de la richesse et du rang, et à l'aspiration à une existence plus simple. Il écrit sur la retraite avec une urgence croissante, comme s'il imaginait une échappatoire qu'il savait impossible. Il cite avec approbation les philosophes qui se sont retirés de la vie publique pour se consacrer à la contemplation, mais lui ne se retire pas. Il ne peut pas se retirer. La cage dorée qui était devenue sa position était trop solide pour être brisée. Il existe une théorie, improuvable mais séduisante, selon laquelle l'œuvre philosophique de Sénèque durant cette période était une forme de pénitence. N'ayant pas réussi à vivre selon ses principes, il essayait au moins de les articuler clairement pour les autres. Les lettres lui survivraient. Elles enseigneraient aux générations futures ce qu'il n'avait pu enseigner à Néron. Elles seraient son véritable héritage, plus durable que n'importe quelle réussite politique, plus honnête que n'importe quel discours écrit pour l'empereur. Sénèque continua d'écrire tandis que le monde autour de lui s'assombrissait. Néron vieillissait, gagnait en assurance et devenait plus dangereux. Les garde-fous commençaient à céder. Burrus, le partenaire de Sénèque dans la gestion de l'empereur, était vieillissant et malade, et de nouveaux conseillers murmuraient à l'oreille du prince. Des hommes qui n'avaient aucun intérêt pour la philosophie ou la clémence. L'an 62 après Jésus-Christ marqua un tournant. La fragile architecture de retenue que Sénèque et Burrus avaient bâtie autour du jeune empereur commençait à s'effondrer. Néron n'était plus l'adolescent influençable qui écoutait les leçons de son tuteur sur la clémence. C'était un homme de 25 ans, de plus en plus sûr de son propre jugement et de plus en plus irrité par ceux qui tentèrent de le guider. Les signes de cette transformation s'accumulaient depuis des années. Les ambitions artistiques de Néron, autrefois une excentricité inoffensive, étaient devenues une obsession. Il se produisait sur scène comme chanteur et joueur de lyre, apparaissant dans des théâtres publics devant un auditoire payant. Pour un aristocrate romain, un tel comportement était profondément honteux. La scène était le domaine des esclaves et des affranchis, pas celui des empereurs. Mais Néron ne se souciait plus des valeurs romaines traditionnelles. Il ne se souciait que de son art, des applaudissements de la foule et de la reconnaissance du grand artiste qu'il croyait être. Sa vie personnelle était tout aussi scandaleuse.
Il avait divorcé de sa première femme, Octavie, la fille de l'empereur Claude, une alliance qui avait pourtant aidé à légitimer son pouvoir. À sa place, il s'était épris de Poppée Sabine, une femme à la beauté légendaire et à l'ambition tout aussi célèbre. Poppée encourageait les pires impulsions de Néron. Elle voulait qu'Octavie ne soit pas seulement répudiée, mais détruite. Elle voulait être impératrice et ne reculerait devant rien pour atteindre son but. Octavie fut d'abord bannie sous de fausses accusations d'adultère, puis exécutée lorsque Poppée décréta que l'exil ne suffisait pas. Sa mort, comme tant d'autres, sous le règne de Néron, fut présentée au public sous un autre jour, un suicide, un châtiment pour trahison, une malheureuse nécessité. Mais personne ne fut dupe. L'empereur tuait en toute impunité, et les influences modératrices de son début de règne étaient impuissantes à l'arrêter. Sénèque observait ces développements avec une inquiétude grandissante. Le projet philosophique qui avait défini ses années à la cour, la création d'un souverain juste et clément, s'écroulait sous ses yeux. L'élève qu'il avait tenté de transformer en roi sage devenait exactement le genre de tyran contre lequel Sénèque avait toujours mis en garde, et il n'y pouvait rien. La mort de Burrus, en l'an 62, supprima le dernier contre-pouvoir efficace à l'autorité de Néron. Burrus avait été plus qu'un collègue pour Sénèque. Il avait été un partenaire, un contrepoids, le soldat pragmatique équilibrant le philosophe théoricien. Ensemble, ils avaient réussi à maintenir Néron dans certaines limites. Seul, Sénèque se retrouvait exposé. Le nouveau préfet du prétoire était un homme nommé Euphonius Tigellinus. Il était tout ce que Sénèque n'était pas, grossier, dépourvu de philosophie et prêt à satisfaire les pulsions les plus sombres de l'empereur. Tigellinus comprenait que son pouvoir dépendait du bon plaisir de Néron, et il n'avait aucun intérêt à réfréner ce plaisir. Sous son influence, les derniers vestiges du Quinquennium Neronis, les années dorées, disparurent enfin. En cette année 62, Burrus mourut, peut-être de maladie, peut-être empoisonné. Avec lui, Sénèque perdait son seul véritable allié à la cour. Tigellinus, le nouveau préfet, représentait son antithèse absolue, brutal, sans culture et totalement dévoué à l'assouvissement des désirs les plus noirs de l'empereur. Sénèque comprit que sa position était devenue intenable. L'influence qu'il avait autrefois exercée s'était évanouie. L'empereur qu'il avait tenté de guider était désormais au-delà de tout conseil. La cour était contrôlée par des hommes comme Tigellinus, qui voyaient dans le philosophe le vestige d'une époque plus clémente, un obstacle à éliminer plutôt qu'un conseiller à consulter. S'il restait, Sénèque deviendrait le complice de crimes qu'il ne pouvait empêcher. S'il partait, il pourrait au moins sauver sa dignité et peut-être sa vie. Lors d'une audience célèbre avec Néron, probablement l'an 62 après Jésus-Christ, Sénèque formula sa requête. Selon Tacite, il s'approcha de l'empereur avec un discours soigneusement préparé, empreint d'humilité et de renoncement. Il rappela à Néron leurs longues années communes, les services qu'il avait rendus et les récompenses qu'il avait reçues. Il reconnut que ces récompenses avaient été excessives, bien au-delà de ce qu'un philosophe pouvait avoir besoin ou mérité. Puis, il fit sa proposition. Il rendrait tout à Néron. Toute la fortune, tous les domaines, tous les cadeaux magnifiques que la faveur impériale lui avait octroyés. Il ne demandait qu'une seule chose en retour, la permission de se retirer de la vie publique pour passer ses dernières années dans le calme de l'étude. Ce discours était un chef-d'œuvre de rhétorique. En proposant de rendre sa fortune, Sénèque se défendait préventivement contre l'accusation d'avidité. En louant la générosité de Néron, il flattait l'empereur tout en s'éloignant de la corruption de la cour. Et en demandant sa retraite, il offrait à Néron l'occasion de paraître clément, en accédant à la requête d'un vieux et fidèle serviteur plutôt qu'en le chassant dans le déshonneur. La réponse de Néron fut tout aussi calculée. Il refusa de reprendre les richesses de Sénèque, protestant que reprendre ses cadeaux le ferait paraître ingrat. Il loua les longs services de Sénèque et affirma qu'il appréciait toujours ses conseils. Il embrassa chaleureusement le philosophe
et parla de leur lien avec une affection apparente. C'était une mise en scène de part et d'autre. Néron n'avait aucune intention de laisser Sénèque prendre sa retraite en paix et en toute indépendance. Un ancien conseiller vivant dans une retraite confortable pourrait devenir un foyer de mécontentement, un symbole pour ceux qui se souvenaient des années dorées et détestaient le régime actuel. Mieux valait garder le vieux philosophe à proximité, là où il pouvait être surveillé et contrôlé. Et si Sénèque tentait de partir malgré tout, eh bien, il y avait aussi des moyens de régler cela. Sénèque comprit parfaitement le sous-entendu. On lui avait accordé la permission de se mettre quelque peu en retrait de la vie publique, de réduire sa visibilité à la cour et de passer plus de temps sur ses terres. Mais on ne lui avait pas donné la véritable liberté. Il restait lié au régime, impliqué dans ses crimes, vulnérable à ses caprices. La cage dorée s'était légèrement desserrée, mais elle restait une cage. Dans les années qui suivirent, Sénèque se retira autant qu'il le put. Il réduisit ses apparitions publiques et évita la cour chaque fois que possible. Il passa de longues périodes dans ses villas de campagne, entouré de ses livres et de ses écrits philosophiques. Il continua de travailler sur les lettres à Lucilius, y déversant la sagesse qu'il ne pouvait plus partager avec son ancien élève. C'était une sorte d'exil intérieur, un retrait dans la vie de l'esprit, tandis que le corps restait piégé dans un monde dangereux. Sénèque se retira autant qu'il le put, vivant discrètement et écrivant sans cesse. Mais Rome elle-même était sur le point de connaître une catastrophe qui allait ébranler l'Empire jusque dans ses fondations et donner à Néron l'excuse dont il avait besoin pour devenir le monstre dont l'histoire se souvient. Dans la nuit du 18 juillet de l'an 64 après Jésus-Christ, un incendie se déclara dans les boutiques regroupées autour du Circus Maximus à Rome. Il n'était pas rare que des feux éclatent dans les quartiers surpeuplés de la capitale, bâtis en bois. Ce qui fut inhabituel, ce fut la suite. Poussés par les vents violents de l'été et alimentés par les structures denses de la ville, les flammes se propagèrent avec une vitesse terrifiante. En quelques heures, l'incendie échappa à toute tentative de confinement. En quelques jours, il consuma de vastes pans de Rome. Le grand incendie fit rage pendant 6 jours et 7 nuits. Lorsqu'il fut enfin éteint, 10 des 14 districts de Rome étaient endommagés ou détruits. Des temples antiques dressés là depuis des siècles furent réduits en cendres. Les foyers de centaines de milliers de Romains, riches comme pauvres, avaient disparu. Le coût humain était incalculable. Les morts, les déplacés, les ruinés. Ce fut le pire désastre de l'histoire de la ville. Dans le chaos de ces jours terribles, des rumeurs commencèrent à circuler. Certains disaient que le feu avait été allumé délibérément. Certains pointaient du doigt l'empereur lui-même. L'histoire se répandit que Néron avait observé la conflagration du haut d'une tour, vêtu d'un costume de théâtre, chantant la chute de Troie pendant que sa capitale brûlait. L'image était irrésistible. L'empereur artiste fou, indifférent à la souffrance de son peuple, transformant leur tragédie en sa propre performance. La vérité était presque certainement plus complexe. Les sources antiques divergent sur le point de savoir si Néron a allumé le feu ou s'il s'est contenté de l'exploiter. Tacite, le plus fiable de nos historiens, rapporte l'accusation mais ne l'appuie pas. Ce qui est clair, c'est que la réponse de Néron face à la catastrophe fut, du moins au début, compétente et même généreuse. Il ouvrit ses propres jardins aux réfugiés. Il organisa des fournitures alimentaires d'urgence. Il participa personnellement aux efforts de lutte contre le feu, ou du moins fut vu y participer. Mais Néron restait Néron. Alors même qu'il organisait les secours, il planifiait déjà quelque chose qui allait confirmer les pires soupçons de ses détracteurs. Au lendemain de l'incendie, il commença la construction d'un immense complexe de palais sur les terres déblayées au centre de Rome. On l'appela la Domus Aurea, la maison dorée. C'était un monument à l'excès impérial comme le monde n'en avait jamais vu. La maison dorée s'étendait sur une superficie estimée entre 40 et 120 hectares,
sur les terrains les plus précieux de l'Empire. Elle disposait d'une salle à manger rotative, de murs incrustés de gemmes et d'or et d'une statue colossale de Néron lui-même à l'entrée. Elle comprenait des lacs artificiels, des vignobles et des pâturages à l'intérieur même des limites de la ville. Une fois achevé, Néron aurait remarqué qu'il pouvait enfin commencer à vivre comme un être humain. Ce commentaire résumait tout ce qui n'allait pas chez l'empereur. Rome était encore en train de se reconstruire. Des milliers de personnes étaient toujours sans abri, et Néron célébrait son nouveau palais bâti sur des terres que beaucoup croyaient déblayées par un incendie volontaire. L'indignation publique fut intense, et Néron eut besoin d'un coupable. Il trouva ses boucs émissaires dans une petite secte religieuse obscure dont la plupart des Romains avaient à peine entendu parler, les chrétiens. La persécution qui suivit fut sauvage. Des chrétiens furent arrêtés et soumis à des exécutions publiques élaborées. Certains furent déchiquetés par des chiens, d'autres crucifiés. D'autres encore furent enduits de poix et enflammés pour servir de torches humaines dans les jardins de Néron. La cruauté était si excessive que même les Romains qui méprisèrent les chrétiens éprouvèrent de la pitié pour eux. Selon Tacite, les victimes furent punies, non pour l'incendie criminel, mais pour leur haine du genre humain, calomnie romaine standard contre cette étrange foi nouvelle. Sénèque, retiré dans ses domaines et ses écrits philosophiques, a dû observer ces événements avec horreur et impuissance. L'élève à qui il avait essayé d'enseigner la clémence brûlait désormais des gens vifs pour se divertir. Le régime qu'il avait servi révélait sa vraie nature, et le filet se refermait lentement sur lui aussi. L'incendie transforma Néron. Dans son sillage, il commença l'édifice. En l'an 65 après Jésus-Christ, un groupe d'aristocrates, de soldats et de hauts fonctionnaires romains commença à se réunir en secret. Ils étaient unis par une conviction commune. Néron devait mourir. L'empereur était devenu intolérable. Sa cruauté, son extravagance, ses prétentions artistiques, le meurtre de sa propre mère, tout cela s'était accumulé en un poids que l'élite romaine traditionnelle ne pouvait plus supporter. Il fallait agir. La conspiration prit le nom de celui qui devait en être le bénéficiaire. Caius Calpurnius Pison. C'était un noble richissime de lignée ancienne, charmant, éloquent et doté d'un immense réseau. Les conjurés prévoyaient d'assassiner Néron et de placer Pison sur le trône. Il croyait qu'un homme de son rang et de son tempérament restaurerait les valeurs romaines traditionnelles, respecterait le Sénat et gouvernerait avec la modération que Néron avait si spectaculairement abandonnée. Le complot attira des partisans de toutes les strates de la société romaine. On y trouvait des sénateurs, y compris des hommes qui avaient été les conseillers proches de Néron, des officiers militaires, dont des tribuns de la garde prétorienne elle-même, des poètes, des philosophes et des hommes de lettres écœurés par la corruption de la cour. La conspiration n'était pas une mince affaire. Des dizaines de personnes étaient impliquées, chacune connaissant une partie du plan, chacune portant le terrible secret de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Et puis, il y avait Sénèque. Quel fut exactement son rôle dans la conjuration de Pison? Les sources antiques nous donnent des versions contradictoires. Certains disent qu'il était activement impliqué, que les conspirateurs l'avaient approché et qu'il avait donné sa bénédiction au complot. D'autres affirment que son implication était plus passive, qu'il connaissait l'existence du complot, mais ne l'avait ni rejoint ni trahi. D'autres encore suggèrent que les conspirateurs ne comptaient le recruter qu'après la mort de Néron, espérant que son prestige légitimerait le nouveau régime. La vérité est probablement inaccessible aujourd'hui. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que Sénèque était lié à de nombreux conjurés par l'amitié, le patronage et des convictions philosophiques communes. Son neveu, le poète Lucain, était l'une des figures de proue du complot. Plusieurs autres conspirateurs avaient été ses élèves ou ses associés. Que Sénèque ait officiellement rejoint la conspiration ou non, il en était assez proche pour que son implication soit tenue pour acquise. Le plan consistait à frapper durant les fêtes de Cérès.
à la mi-avril de l'an 65. Néron devait assister au jeu du Circus Maximus, entouré par la foule et distrait par les spectacles. L'un des conjurés, un sénateur nommé Flavius Scaevinus, s'était procuré un poignard sacré provenant d'un temple, une arme qui donnerait à l'assassinat une dimension rituelle. D'autres devaient se positionner pour soutenir l'attaque et s'assurer le ralliement de la garde prétorienne à Pison. C'était un plan raisonnable qui aurait pu réussir, mais les conspirations dépendaient du secret, et celle-ci comptait trop de participants pour rester secrète longtemps. La nuit précédant l'assassinat, Scaevinus se comporta étrangement. Il affranchit certains de ses esclaves, aiguisa le poignard sacré avec un soin inhabituel et dîna somptueusement, comme pour la dernière fois. Son affranchi, un homme nommé Militius, remarqua ces préparatifs et devint méfiant. Soit par une inquiétude réelle, soit dans l'espoir d'une récompense, Militius se rendit auprès des autorités pour rapporter ses observations. La conspiration s'effondra. La nouvelle de la découverte de la conspiration se répandit dans Rome comme une traînée de poudre. Néron, d'abord terrifié, transforma rapidement sa peur en fureur. La garde prétorienne se déploya dans toute la ville, arrêtant les suspects et les traînant au palais pour les interroger. Les chambres de torture fonctionnèrent toute la nuit, arrachant confessions et accusations. Des hommes qui dînaient ensemble une semaine plus tôt se dénonçaient désormais mutuellement dans des tentatives désespérées de sauver leur propre vie. La question de la culpabilité de Sénèque était au cœur de l'enquête. Le philosophe avait-il rejoint la conspiration? Avait-il donné sa bénédiction? Avait-il eu connaissance du complot sans le rapporter? Différents prisonniers donnèrent des réponses divergentes. Certains, cherchant à plaire à Néron ou à rejeter la faute le plus largement possible, prétendirent que Sénèque était impliqué depuis le début. D'autres, soit par conviction sincère, soit par désir de le protéger, insistèrent sur le fait qu'il ne savait rien. Les preuves étaient minces. Il n'y avait aucun document de la main de Sénèque, aucun témoin de réunion secrète, aucune preuve claire d'une intention de trahison. Mais dans la Rome de Néron, les preuves n'étaient là pas vraiment le sujet. L'empereur éprouvait depuis longtemps du ressentiment envers son ancien tuteur. Les années d'influence de Sénèque, les subtiles contraintes qu'il avait imposées aux pires impulsions de Néron, l'autorité morale qu'il représentait, tout cela s'était accumulé en une rancœur que la conspiration permettait désormais à Néron de résoudre. Un tribun nommé Gavius Silvanus fut dépêché à la villa de Sénèque, située à environ 6 kilomètres de Rome. Ses ordres étaient d'interroger le philosophe sur ses liens avec la conspiration. Sénèque dînait avec sa femme Pompeia Paulina et 2 amis lorsque Silvanus arriva. Le tribun posa ces questions. Quelle était la relation de Sénèque avec Natalis, l'un des conspirateurs? De quoi avait-il discuté lors de leur récente rencontre? Pourquoi Sénèque avait-il refusé de recevoir Pison lorsque celui-ci avait visité sa villa? Les réponses de Sénèque furent mesurées et calmes. Il reconnut avoir rencontré Nathalie, mais seulement brièvement et pour des affaires futiles. Il expliqua qu'il avait été malade et qu'il avait refusé des visiteurs, y compris Pison, parce qu'il avait besoin de repos. Il nia toute connaissance de la conspiration et toute intention de trahison. Sa voix, selon Tacite, était ferme. Son attitude était celle d'un homme qui n'a rien à cacher, ou d'un homme qui a depuis longtemps accepté tout ce que le destin peut lui réserver. Silvanus retourna au palais et rapporta les dénégations de Sénèque à l'empereur. Néron l'écouta, puis posa une seule question qui révéla la vraie nature de son intérêt. Sénèque semblait-il prêt à mourir? Avait-il peur? Silvanus admit que le philosophe n'avait montré aucune crainte, aucune perturbation, aucun signe de détresse. Son sang-froid avait été total. Cette réponse scella le sort de Sénèque. Néron avait espéré de la terreur, des supplications, des prières désespérées qui auraient pour confirmer son pouvoir et satisfait sa cruauté. Au lieu de cela, il apprenait que son ancien tuteur affrontait la mort avec indifférence. Le stoïcien faisait ses preuves au moment fatidique, et Néron ne pouvait le supporter. L'ordre tomba. Sénèque devait se donner la mort. Il n'y aurait pas de procès, pas de condamnation formelle, pas d'occasion de se défendre.
La parole de l'empereur suffisait. Le philosophe qui avait servi le plus grand monstre de Rome pendant plus d'une décennie allait maintenant payer le prix ultime pour ce service. Le tribun Gavius Silvanus retourna à la villa de Sénèque, porteur cette fois non plus d'une question, mais d'un ordre. L'homme qui avait passé sa vie à écrire sur la mort allait maintenant affronter la sienne, et les yeux de l'histoire, alors comme aujourd'hui, allèrent observer s'il était capable de mettre en pratique ce qu'il avait prêché. Le soleil se couchait sur la campagne romaine lorsque Gavia Silvanus revint à la villa de Sénèque pour la seconde fois de la journée. Le visage du tribun était grave. Il n'avait pas besoin de parler pour que la maisonnée comprenne ce que signifiait sa présence. Dans sa main, il tenait l'ordre que chaque membre de la cour de Néron avait appris à redouter, l'ordre de mourir. Sénèque reçut le message avec le même calme que Silvanus avait rapporté plus tôt. Selon Tacite, dont le récit de ces dernières heures est remarquablement détaillé, la première pensée du philosophe ne fut pas pour lui-même, mais pour ses amis. Il demanda du matériel pour écrire afin d'ajouter un dernier codicille à son testament, se souvenant de ceux qui lui avaient été fidèles. Cette demande fut refusée. Néron avait ordonné la confiscation des biens de Sénèque, et aucune modification du testament ne serait autorisée. Sénèque accepta ce refus sans protester. Se tournant vers les compagnons qui l'entouraient, des amis réunis pour étudier la philosophie et qui se retrouvaient désormais témoins de son épreuve ultime, il prononça des paroles que Tacite a conservées pour la postérité. Puisqu'il lui était interdit de leur laisser quoi que ce soit d'autre, dit-il, il leur laisserait la seule chose qu'il possédait encore, l'exemple de sa vie. S'ils se souvenaient de la manière dont il avait vécu et de la manière dont il allait mourir, ils auraient un modèle de vertu qui valait plus que n'importe quel héritage matériel. Ses amis pleuraient. Sénèque les réprimanda doucement. Où donc, demanda-t-il, étaient-ce les enseignements de la philosophie? Où était la fermeté de la raison qu'ils avaient pratiquée ensemble pendant tant d'années? Ils savaient depuis longtemps que ce moment pouvait arriver. La cruauté de Néron n'était une surprise pour personne. Un sage se prépare à la mort chaque jour afin que lorsqu'elle arrive, elle le trouve prêt. Ces paroles, si parfaitement en accord avec tout ce que Sénèque avait écrit au cours de sa carrière, pourraient sembler répétées d'avance, le discours préparé d'un homme qui avait anticipé cet instant. Et peut-être l'était-elle. Sénèque écrivait sur la mort depuis des décennies. Jeune homme, il avait envisagé le suicide et avait choisi de vivre. Il avait vu d'autres mourir sur ordre de Néron et s'était demandé quand viendrait son tour. Si quelqu'un s'était préparé à ce moment, c'était bien lui. Mais la préparation et la mise en scène ne sont pas la même chose que le sentiment véritable. Tandis qu'il parlait à ses amis, Sénèque se tourna vers son épouse. Pompeia Paulina était beaucoup plus jeune que son mari, probablement dans la trentaine. Leur mariage semble avoir été empreint d'une affection sincère. Dans ses lettres, Sénèque avait écrit son souci pour la santé de Paulina et son désir de vivre pour elle. À présent, elle faisait face à la perspective du veuvage, ou à quelque chose d'autre encore. Paulina déclara qu'elle ne vivrait pas sans lui. Elle exigea de mourir à ses côtés, d'ouvrir ses veines en même temps que lui. Sénèque tenta de la dissuader. Il lui rappela les années qu'il lui restait à vivre, les consolations que la philosophie pouvait offrir même aux affligés. Il l'exhorta à honorer sa mémoire en endurant, non en abandonnant la vie qui lui restait. Mais Paulina était résolue. Elle ne voulait pas rester seule pour affronter la Rome de Néron, veuve dont la seule existence rappellerait l'homme que l'empereur avait fait tuer. Si Sénèque mourait, elle mourrait avec lui. Son courage égalait le sien, et finalement, il accepta sa décision. Ils s'ouvriraient les veines ensemble, même si un seul des deux irait jusqu'au bout du chemin. Le moment était arrivé. Sénèque et Paulina étaient assis côte à côte, les bras tendus, tandis que l'on apportait la lame. Selon la tradition romaine du suicide noble, on ouvrait les veines des bras, laissant le sang s'écouler lentement hors du corps. C'était considéré comme une mort digne, une ultime affirmation du contrôle de chacun sur son propre destin.
les stoïciens soutenaient qu'une telle mort, librement choisie, n'était pas une fuite devant la vie, mais l'affirmation de la souveraineté de l'âme sur le corps. Sénèque avait 69 ans. Son corps, affaibli par des décennies de maladies chroniques et par le régime austère qu'il s'était imposé, ne coopéra pas avec ses intentions. Le sang coulait lentement, trop lentement. Les veines de ses bras, contractées par l'âge et une mauvaise circulation, refusaient de se vider avec la rapidité qu'exigeait la pitié. La mort, qui aurait dû être rapide, devint une épreuve. Paulina avait ouvert ses veines aux côtés de son mari. Mais alors même que leur sang se mêlait sur le sol, des messagers arrivèrent de la part de Néron. L'empereur avait appris que l'épouse de Sénèque avait l'intention de mourir elle aussi. Et il s'en inquiéta, non par compassion, mais par calcul politique. Si Paulina mourait, elle deviendrait une martyre, un symbole de résistance à sa tyrannie. La sympathie du public pour une jeune femme mourant aux côtés de son mari âgé rejaillirait défavorablement sur le régime. Néron ordonna que ses plaies soient bandées et que sa vie soit préservée. Des soldats retinrent Paulina et bandèrent ses bras. Elle survécut, mais, selon Tacite, elle ne retrouva jamais complètement ni sa couleur ni sa santé. Elle vécut encore plusieurs années après la mort de Sénèque, pâle et affaiblie, comme un fantôme vivant de cette nuit terrible. Les sources ne disent pas si elle fut reconnaissante de ce sauvetage, ou si elle en conçut de l'amertume. Pendant ce temps, Sénèque poursuivait sa lente agonie. Lorsque le saignement de ses bras se révéla insuffisant, il demanda de la ciguë, le poison qui avait tué Socrate 5 siècles plus tôt. Il y avait dans cette demande un symbolisme délibéré. Sénèque reliait explicitement sa mort à celle du plus grand martyr de la philosophie, l'homme qui avait choisi la mort plutôt que le reniement de ses principes. La ciguë fut préparée et Sénèque la but. Mais son corps, froid et épuisé, n'absorba pas efficacement le poison. Il ne mourut toujours pas. Finalement, Sénèque fut porté dans un bain chaud. La chaleur devait dilater ses vaisseaux sanguins et accélérer l'hémorragie. La vapeur envahit ses poumons tandis que sa vie s'écoulait. Selon Tacite, son dernier geste fut d'asperger de l'eau quelques esclaves qui l'assistaient, l'offrant en libation à Jupiter libérateur, le dieu de la liberté et de la délivrance. Puis, enfin, la lutte prit fin. Sénèque était mort. La mort avait duré des heures. Elle avait été douloureuse, prolongée et, d'une certaine manière, indigne. Le corps qui avait trahi Sénèque tout au long de sa vie le trahit une dernière fois, refusant de le laisser rapidement plonger dans l'obscurité à laquelle il s'était préparé si longtemps. Et pourtant, en un autre sens, cette mort fut exactement ce que Sénèque avait enseigné qu'elle devait être. Il l'avait affrontée sans peur. Il avait utilisé ses dernières heures pour réconforter ses amis et honorer ses principes. Il était mort comme il avait vécu, imparfaitement humain, mais les yeux fixés sur les idéaux qu'il avait passé sa vie à formuler. La nouvelle de la mort de Sénèque se répandit dans Rome. Pour certains, c'était la disparition d'un hypocrite qui avait prêché la vertu tout en servant la tyrannie. Pour d'autres, c'était le martyre d'un philosophe qui avait fait de son mieux dans des circonstances impossibles. Les deux points de vue contenaient une part de vérité. Sénèque n'était ni un saint ni un scélérat, mais quelque chose de plus complexe. Un homme qui avait tendu vers la sagesse et n'y était pas toujours parvenu, qui avait compromis et lutté, et qui avait finalement affronté son destin avec le courage qu'il avait passé sa vie à chercher à cultiver. Néron lui-même ne survivrait à son ancien précepteur que de 3 ans. En l'an 68 après Jésus-Christ, confronté à une révolte militaire et abandonné par ses gardes, l'empereur qui avait ordonné tant de morts se révéla incapable de se donner la mort. Un serviteur dut l'aider à enfoncer la lame. Ses dernières paroles auraient été une lamentation sur son propre génie artistique. « Quel artiste périt en moi !» C'était une épitaphe appropriée pour un homme qui n'avait jamais compris la différence entre la représentation et la réalité. Mais tandis que le nom de Néron deviendrait synonyme de tyrannie et de folie, les paroles de Sénèque, elles, leur survivraient à tous deux. Les lettres qu'il avait écrites dans ces dernières années,
Les essais sur la colère, la clémence et la brièveté de la vie seraient longtemps copiés et recopiés au fil des siècles. Ils influenceraient des théologiens chrétiens, des humanistes de la Renaissance et des psychologues modernes. Ils offriraient du réconfort à d'innombrables lecteurs confrontés à leur propre lutte avec la mortalité et le sens de l'existence. Le philosophe avait perdu la vie, mais il avait gagné son immortalité. Sénèque était mort. L'homme qui avait formé un empereur, écrit une philosophie immortelle et survécu à l'exil, à la maladie et aux intrigues politiques, était enfin parvenu au terme de son chemin. Néron ne lui survivrait que de 3 ans, mourant dans la disgrâce et le désespoir. Mais les mots de Sénèque survivraient à tous deux, et à tous les empereurs qui viendraient après.